En fait, il y a plusieurs mécanismes ou approches ou stratégies qui peuvent être mobilisées pour consolider l'urbain. Ça peut être d'abord, par exemple, de combler des vides. Ça peut être de réapproprier des terrains qui ont été laissés soit en friche ou soit qui ont été contournés par les processus d'urbanisation et qui sont toujours disponibles. Le deuxième moyen, c'est de récupérer des terrains qui ont perdu leur usage premier. Bon, par exemple, le cas classique, ce sont les friches industrielles où on va récupérer, y compris une partie du bâti dans certains cas, parce qu'il peut avoir une valeur patrimoniale. Et donc, on va venir installer d'autres usages, d'autres activités. Une autre façon, c'est de réorganiser le territoire pour augmenter les densités, sans nécessairement faire disparaître l'usage premier. On a l'exemple des emplacements des centres commerciaux. Depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup de centres commerciaux qui ont été retravaillés de manière à optimiser l'occupation du sol parce que bon, il y avait de très grandes superficies disponibles. La nature même de l'activité commerciale s'est transformée et donc c'est un autre moyen. Et il y a aussi la densification à l'intérieur d'une même activité ou d'un même usage. Et on parle entre autres depuis quelques années de la densification résidentielle, c'est-à-dire de transformer un quartier, un voisinage résidentiel en augmentant le nombre de logements, soit en venant insérer des nouveaux logements dans un cadre bâti existant, soit carrément en substituant des nouveaux types architecturaux à des bâtiments de première génération. Densité attractive, ça dépend toujours pour qui. On le voit dans les débats qui ont lieu à Montréal, mais aussi dans plusieurs autres villes. Pour les promoteurs immobiliers, densité attractive, c'est souvent une densité optimale, une densité qui leur assure un rendement important sur l'investissement consenti. Et donc, ce sont souvent des projets qui vont faire fi des cadres bâtis existants, qui vont même générer des pressions énormes sur les cadres bâtis existants, qui vont générer des pratiques comme le façadisme, qui est le résultat justement de pressions excessives sur des cadres bâtis, où on voit bien que on peut pas juste adapter le cadre bâti, augmenter à la marge la densité. Les pressions sont tellement fortes que le bâti est condamné, à l'exception des façades dans certains cas. Ça, c'est la vision des promoteurs. On le voit à Montréal. Il y a beaucoup de promoteurs associés notamment aux grands projets du centre-ville, mais aussi en débordement du centre-ville de plus en plus, qui font valoir que c'est la seule solution possible. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que la réaction, elle est très vive. Les gens qui voient arriver des projets de densification vont avoir souvent tendance, malheureusement, à associer ça justement à ce type de pratique de densification. Donc, une densification extrêmement forte qui se fait au détriment des cadres bâtis existants. Il y a d'autres types de densification et on le voit avec beaucoup d'initiatives dans plusieurs municipalités, y compris des villes de banlieue, où ce qu'on veut, c'est une densification douce. C'est une densification qui, sur le principe que les infrastructures sont déjà là, qu'elles ont une capacité d'absorber un certain nombre de logements supplémentaires ou un certain nombre d'activités supplémentaires, que le parc des équipements, on parle des écoles, on parle des parcs, on parle je sais pas moi, des casernes de pompiers, ont une capacité résiduelle. Et là, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est venir ajouter du logement, soit en ajoutant un étage à un bâtiment existant, en ajoutant un nouveau logement en appentis, soit en construisant un nouveau logement en détaché, par exemple un pavillon dans la cour arrière. Et ça, c'est l'autre extrême, la densité dite douce, dite stratégique. Et évidemment, il y a toute la palette des densifications entre ces deux extrêmes, où ça peut être de venir insérer des immeubles à logements multiples dans un quartier existant où il y a des terrains qui se libèrent. Ça peut être, par exemple, un ancien site industriel, ça peut être un ancien site commercial qui devient disponible. Et là, on peut avoir des pointes de densité beaucoup plus fortes. Et là, ce que ça demande, c'est une qualité de design pour que le passage d'une densité relativement basse à une densité forte se fasse de manière harmonieuse, en pensant notamment aux problèmes de circulation, aux problèmes d'ombre portée par les nouveaux immeubles, aux problèmes d'accès aux équipements collectifs. Donc, il y a toute une série de dimensions qui doivent être prises en compte pour que ces densifications à géométrie variable puissent être acceptées par les populations dans les quartiers existants.
Un des exemples dont on parle depuis un certain temps, c'est la ville de Sainte-Catherine en banlieue, qui a étendu la densification douce à la quasi-totalité de son territoire. C'est une municipalité qui est saturée. Ils ont à peu près plus de terrain disponible. Ils ont un vieux stock de logements sur des terrains de grande superficie et donc ils ont opté pour ce type de densification-là. Il y a d'autres projets qui ont été réalisés aussi. Je pense entre autres à Boucherville, je pense entre autres à Terrebonne, où on a une vision du devenir du territoire qui est davantage fondée sur un principe de densité. Là, on ne parle pas de densification parce que ce sont souvent des territoires qu'on urbanise présentement, mais sur l'idée qu'on devrait avoir des densités plus fortes, des mix de densités qui sont susceptibles notamment d'attirer des usages, des activités de complémentarité, dites de services de proximité. Et donc, il y a plusieurs endroits actuellement où on est en train d'expérimenter. Mais on voit bien que ça passe pas facilement. Pointe-Claire, par exemple, a été obligé de reculer, même si le REM change la donne considérablement. La population refuse. Il y a des tensions très fortes dans plusieurs villes de banlieue. On le voit notamment à Saint-Lambert, on le voit à Saint-Bruno, on le voit à Boucherville. À beaucoup d'endroits, les populations sont peu entichées par l'idée de densification. Puis on peut penser que les banlieues plus haut de gamme, les banlieues un peu plus cossues vont beaucoup résister, alors que les banlieues plus modestes sont susceptibles d'être davantage ciblées par les promoteurs parce que le coût d'accès au terrain va être moins élevé et donc ça peut constituer des belles opportunités pour les promoteurs. Mais là aussi, on l'a vu avec Longueuil il y a 3-4 ans, où quand ça se fait en désordre, quand ça se fait essentiellement en fonction des intérêts des promoteurs, ça passe très mal. C'est assez mal reçu. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit très prudent parce que le risque, c'est qu'effectivement, on effarouche tout le monde en laissant les promoteurs d'être en position de leadership. Je pense que les municipalités vont devoir assumer du leadership sur la question de la densification. Bien, en fait, il y a une révision en cours de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans laquelle on introduit le principe justement le principe de reconnaître des mécanismes de densification qui permettraient aux municipalités d'être moins dépendantes de la réaction des citoyens, donc d'être un peu plus proactives. Je pense que ça, c'est souhaitable. Je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que les municipalités assument du leadership, qu'on accorde beaucoup plus d'attention à la question du design urbain, parce que le design urbain est peut-être le talon d'Achille de la plupart des projets de densification. Comme je disais à l'occasion, faire du pactage de logements, c'est pas une bonne façon de faire de la densité. Faire de la densité, c'est de faire un milieu, et la question du design urbain, elle est centrale. Et là, pour l'instant, quand on regarde ce qui se passe dans la grande région de Montréal, de ce point de vue-là, c'est pas particulièrement réjouissant. Là. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeant de ce côté-là. Mais il faut aussi faire attention aux effets pervers. On cite beaucoup Portland depuis des années. Or, Raphaël Vichler, le doyen, avait fait valoir il y a quelques années que on laissait dans l'ombre le fait que autant du côté de Portland et de l'Oregon, on pouvait se targuer de connaître un certain succès, autant l'étalement urbain continuait à se produire dans l'État voisin. C'est-à-dire qu'il y avait eu un déplacement des pressions d'étalement urbain. Et on le voit dans la région métropolitaine de Montréal, l'étalement urbain a sauté le périmètre extérieur de la communauté métropolitaine. Et donc, ce qu'on gagne à l'intérieur, présentement, on le perd à l'extérieur. Donc, quand on fait la somme de tout ça, les gains sont très minimes pour l'instant. Et donc, il faut avoir une stratégie qui est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus globale, pour ensuite pouvoir justement avoir une approche qui est plus sensible sur la question de la qualité du design, la qualité des cadres bâtis qu'on veut mettre en place. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la mixité, elle ne vient pas automatiquement avec la densité. Ça, c'est un mythe qu'il va falloir revoir parce qu'il y a plein d'exemples dans plein de villes, et notamment dans la région métropolitaine de Montréal, où on a des secteurs avec de très fortes densités, avec un nombre impressionnant de logements où il n'y a à peu près pas un seul commerce de proximité. Je donne toujours l'exemple de la concentration de tours et de bars qu'il y a sur la rive sud à Brassard,
en bordure de la voie maritime, juste en contrebas de la retombée du pont Samuel de Champlain. Il y a probablement au-dessus de 5000 logements dans ce secteur-là. Il n'y a pas de service. Sauf quand c'est des résidences personnes âgées, il y a quelques services à l'interne, mais il n'y a pas de service. Et 5000 logements, c'est une petite ville au Québec qui devrait avoir son centre-ville. Donc, on voit bien, là, puis je pourrais donner plein d'autres exemples, que la densité n'amène pas automatiquement. On l'a vu avec les TOD de banlieue, l'activité commerciale n'émerge pas. Tout simplement parce que les gens sont trop mobiles. Les gens ont adopté des patrons de déplacement très dépendants de l'automobile et donc avoir des services de proximité, c'est pas vraiment pertinent, à moins d'en avoir une gamme très étendue, mais ça supposerait qu'il y ait suffisamment de commerçants qui aient confiance dans le marché pour aller oser s'installer et on voit bien que les commerçants ne le font pas. Donc ça, c'est un problème. L'autre élément, c'est que on constate dans les projets où des municipalités veulent forcer la mixité, par exemple en imposant des activités de type commercial ou de service en rez-de-chaussée des immeubles à logements multiples, en condo ou non, les promoteurs ont beaucoup de difficultés. Parce que c'est un marché qui est complètement différent du marché résidentiel. Les prêteurs hypothécaires sont très frileux parce qu'effectivement, les risques que les locaux restent vacants sont beaucoup plus élevés que dans le cas du logement. On le voit à plusieurs endroits où on a imposé des trames mixtes où les locaux commerciaux sont vacants pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire des années. Et donc, c'est un deuxième frein. Pour ce qui est de la mixité plus sociale, c'est très vertueux d'en parler. Tout le monde la souhaite, mais on ne sait pas comment la construire. Est-ce qu'on doit la construire à l'intérieur des quartiers? Est-ce qu'on doit la construire à l'intérieur des îlots? Est-ce qu'on doit la construire à l'intérieur des immeubles? Il y a du pour et du contre pour chacune des échelles. Il y a effectivement beaucoup de résistance, surtout quand on approche la mixité à l'intérieur même d'un bâtiment. Pour les promoteurs, ça peut poser des problèmes en termes de marketing notamment. Comment est-ce que c'est reçu par les gens qui sont susceptibles d'habiter les unités plus cossues, qui sont des unités qui ne sont pas de type logements sociaux, qui ne sont pas de type logement abordable. Et donc, ça ne va pas de soi, ça non plus, là. Et donc, les deux types de mixité sont souhaitables, mais on ne sait pas vraiment quels sont les moyens, de manière optimale, de la produire, cette mixité-là. Et ça reste, je pense, dans le contexte de la densification des cadres bâtis, ça reste un des défis les plus difficiles à surmonter.